Je suis actuellement à l'école des avocats du barreau de Paris, l'EFB, et je te dis tout ce qu'il faut savoir sur l'école des avocats en général, et aussi plus particulièrement sur l'EFB si c'est cette école que tu souhaites intégrer. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, que ce soit dès maintenant parce que tu as pour objectif de devenir avocat, ou parce que tu passes le CRFPA, ou peut-être même que tu es déjà admis au CRFPA, ou même peut-être que tu es déjà à l'école, mais que tu t'interroges sur le déroulement de l'école jusqu'à la prestation de serment. Quoi qu'il en soit, que tu sois à l'école ou pas encore, c'est important d'avoir certaines informations en tête avant de s'inscrire à l'école, ou tout simplement pour bien réussir la scolarité. Et c'est d'autant plus important depuis qu'il y a eu plusieurs réformes, que ce soit sur l'école des avocats même, ou bien sur le CAPA étant l'examen final de sortie de l'école, examen qui te permet d'exercer en tant qu'avocat. Bref, reste ici parce que j'ai beaucoup de choses à te dire, et j'ai même un petit tips si tu souhaites bénéficier d'aide financière afin de financer ta formation à l'UFB parce que évidemment la formation est payante. On discute de tout ça à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Je précise d'emblée que ce retour, il est purement informatif. En gros, je te décris l'organisation, les cours et le fonctionnement de l'école des avocats et plus particulièrement de l'EFB, mais sans aucun jugement de valeur. L'objectif, c'est vraiment de te partager des éléments concrets et pas de porter une critique sur l'école, chose que je ne peux évidemment pas me permettre de faire. Alors, on va commencer par le commencement. L'école des avocats, c'est l'école qui accueille les élèves avocats après leur réussite du CRFPA. Et la première chose à savoir, c'est que tu peux intégrer l'école que tu veux. Il y a, je crois, 11 écoles d'élèves avocats en France, réparties sur le territoire métropolitain. Et lorsque vous réussissez le CRFPA, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à l'école des avocats correspondant à votre centre d'examen. Concrètement, même si vous avez passé le concours à Versailles et que vous êtes donc rattaché administrativement à l'EDAC, vous pouvez tout à fait demander à intégrer une autre école, comme l'UFB par exemple, qui se situe à Paris. Cette règle, elle est posée par l'article 12 de l'arrêté du 17 octobre 2016 qui encadre la formation des élèves avocats. L'inscription se fait auprès des écoles de votre choix, sous réserve des places disponibles. Donc ça signifie que le choix de ton école, ça dépend de ton choix personnel, ça dépend de ton projet personnel, mais aussi évidemment de la capacité d'accueil des établissements. En revanche, il y a quand même des conditions d'accès à l'école des avocats. Et tout d'abord, il y a des prérequis académiques. Bien évidemment, le premier, c'est celui d'avoir réussi l'examen du CRFPA. Et depuis le 1er janvier 2025, il faut aussi être titulaire d'un Master 2 en droit ou d'un titre ou diplôme équivalent reconnu. Étant précisé qu'il existe, je crois, une dérivation particulière possible pour certains docteurs en droit, français ou européens, disposant de compétences pédagogiques ou juridiques. Et il y a aussi des conditions tenant à la moralité et à la nationalité. Il faut jouir d'une bonne moralité. Concrètement, c'est une absence de condamnation pénale, de sanctions disciplinaires ou de faillite personnelle. Et il existe aussi des conditions spécifiques pour les ressortissants non européens. Donc si tu es concerné, je te recommande de te renseigner auprès des barreaux pour savoir concrètement si tu peux exercer en France et sous quelle modalité. S'agissant de l'accès à la formation, concrètement, après la réussite du CRFPA, tu entres dans un CRFPA, c'est-à-dire Centre régional de formation professionnelle des avocats. Donc, comme l'UFV par exemple, ou l'EDAC, pour y suivre 18 mois de formation. Et ces 18 mois de formation, ils sont structurés en 3 phases. La première, c'est 6 mois de cours théoriques et pratiques à l'école. La deuxième, c'est 6 mois de PPI, projet pédagogique individuel, en milieu professionnel non avocat, c'est-à-dire en juridiction, en association ou en entreprise. Et enfin, 6 mois de stage final en cabinet d'avocat. En tout cas, tout cela était vrai avant la réforme qui va entrer en vigueur pour l'année 2026. Mais ne t'inquiète pas, je vais te parler de tout ça et t'expliquer tout ce que cela implique comme changement un peu plus tard. Concernant les 3 phases dont je viens de te parler de la formation, il faut savoir que tu peux modifier l'ordre comme tu le souhaites. Et il peut effectivement y avoir des intérêts à modifier l'ordre. Donc par exemple, au lieu de commencer par les cours, commencer par le PPI, puis faire les cours, puis faire le stage final, ou bien commencer par le PPI, le stage final, finir par les cours. Par exemple, si tu fais pas ton stage final en même temps que tout le monde, dans l'ordre classique en gros, l'intérêt c'est que tu peux avoir moins de concurrence et moins de mal à trouver le stage final que tu souhaites. Mais à mon sens, et si je peux te donner ce conseil, il y a quand même un intérêt assez important à finir par le stage final et du coup à plutôt conserver cet ordre classique parce que en vrai l'intérêt du stage final, si le stage se passe bien, c'est quand même de déboucher sur une collaboration. Et si tu termines pas
par le stage final, tu peux pas enchaîner sur la collaboration. Et on sait que c'est assez compliqué pour certaines personnes de trouver des collaborations. Donc, c'est quand même un avantage que tu peux pas négliger. En ce qui me concerne, j'ai gardé l'ordre classique pour cette raison et aussi parce que y a peu de délai entre l'annonce des résultats d'admission au CRFPA qui sont début décembre et le début des cours à l'école. Il y a genre un mois et j'avais pas envie de me presser pour trouver un stage et bâcler un petit peu la recherche. Je préférais prendre le temps pour trouver vraiment un stage qui me plaisait. Donc voilà. Et d'ailleurs, là, j'en suis à la deuxième phase puisque je suis actuellement en stage PPI à la Cour d'appel de Versailles. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà fait 2 mois de stage. Je pense que je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Alors maintenant, on va discuter un petit peu des cours qui sont dispensés à l'UFB, à l'école des avocats plus généralement. Parce qu'en vérité, elles fonctionnent toutes à peu près pareil. À ceci près qu'il y a quand même une petite spécificité de l'EFB sur laquelle je vais revenir. Comme ça, si jamais tu souhaites intégrer cette école, tu seras informé. Alors, au niveau des matières, il y avait un tronc commun pour certaines matières, procédure, rédaction d'actes, déontologie, puis chacun pouvait choisir une matière majeure et une matière mineure. Par exemple, moi j'ai pris pénal en majeur et famille en mineur. Et au niveau des notations, on avait des foisonnements, donc ça c'est des exercices qui sont spécifiques à l'UFB et qui consistent en l'étude de dossiers réels. Donc en fait, on nous donnait de vrais dossiers anonymisés, on nous imposait une position, donc soit l'avocat en demande, soit l'avocat en défense, et on devait rédiger les actes, donc la consultation pour le client, et les actes pour le tribunal. Donc en gros, c'était la rédaction de conclusion. Et après tout ça, on avait aussi des plaidoiries. Donc en vérité, c'est des travaux qui prennent quand même pas mal de temps, mais c'est intéressant parce que finalement, on a vraiment toute l'étape d'un dossier de A à Z, de la rédaction à la plaidoirie. Donc toujours concernant la notation, on a aussi eu des oraux en TD, les plaidoiries donc, dont je vous parlais en foisonnement, et des QCM pour les matières mineures. Et donc les matières mineures, il y a la matière que vous choisissez et en plus une matière commune à tous les étudiants qui est management des cabinets. C'est une matière pour laquelle on a quelques modules, quelques cours au fil du semestre et qui touche un peu à la déontologie, aux règles propres aux avocats, à la façon de gérer un cabinet, de se comporter en cabinet, etc. Donc tout ça, toutes ces notations, c'est pour la partie contrôle continu, mais il y a aussi l'autre partie de la notation qui est la partie CAPA. Et je vais t'en reparler juste après parce qu'en fait, il y a eu une réforme assez significative à ce niveau-là. Toujours concernant les cours et plus particulièrement au niveau de l'organisation des cours, on avait des cours en présentiel et en distanciel et je dirais que c'était à peu près 50-50. Donc si t'aimes bien les cours en distanciel, à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Après, je sais que par exemple, les DAC proposent des cours 100% en distanciel, il me semble. On avait également la possibilité de faire un stage alterné en parallèle des cours. Donc ceux qui faisaient un stage alterné avec les cours, ils avaient l'alternance le matin et les cours l'après-midi. Personnellement, c'est pas ce que j'avais fait parce que j'avais un peu peur d'être débordée, parce que j'avais entendu certains retours de personnes qui disaient que c'était vraiment chaud le rythme. Souvent, ils enchaînaient le cabinet, ils avaient même pas le temps de manger, ils allaient directement en cours et j'avais pas très envie d'être dans le speed. En plus de ça, je me suis dit que si jamais j'avais vraiment un petit peu de temps, et ben je préférais le consacrer à la création de contenu avec droit au but. Voilà, ça c'est propre à chacun. Ça peut être un bon plus, je pense quand même, de faire un stage. Au niveau de l'expérience, ça peut aussi vous permettre d'avoir peut-être un meilleur stage final. Donc c'est à vous de peser le pour et le contre, tout en sachant aussi que je vais y revenir, mais comme il y a eu une réforme significative sur la formation à l'école des avocats, le stage alterné va perdre un petit peu de son sens, puisqu'en fait, la réforme prévoit de créer un véritable statut d'alternant. Je vous explique tout ça après. Pour en finir sur les cours, juste un petit warning sur la question des absences. Je dois dire qu'il y a quand même une politique assez répressive. On a droit à 5 absences non justifiées, mais au-delà de 5 absences, vous passez en commission et cela peut vous porter préjudice dans l'obtention du CAPA. Après là, vous pouvez vous dire, bon, 5 absences non justifiées, ça va, c'est correct, mais en réalité, c'est arrivé souvent à pas mal de personnes que je connais et ça m'est déjà arrivé aussi, d'avoir des bugs lorsqu'on avait les cours à distance. Et en fait, par exemple, je sais pas moi, si votre connexion elle saute l'espace de 2 secondes, que vous avez plus de batterie, que vraiment vous coupez le cours pendant, je sais pas, genre 1 minute, et ben en fait, vous risquez d'être noté absent et c'est pas possible de régulariser la situation même en disant que vous avez bien suivi le cours, même s'ils constatent que effectivement la déconnexion elle a duré très peu de temps, et ben en fait, ils vous considèrent comme absent. Donc il faut faire quand même attention à pas griller ses cartouches, je dirais, et en tout cas veiller à, lorsque vous avez des cours en distanciel, avoir vraiment une bonne connexion, de la batterie et tout ce qu'il faut, parce que sinon vous aurez des absences. Et pour en finir sur le même ordre d'idées, c'est vrai qu'on
pourrait s'attendre à plus de liberté et d'autonomie et de confiance après un tel niveau d'études, parce que si vous arrivez à l'école des avocats, c'est que vous avez minimum un bac+5, vous avez réussi un examen très exigeant. Mais finalement, non, comme on témoigne un peu cette politique autour des absences. Ayez-le juste en tête et ça se passera très bien. On va parler maintenant du CAPA. C'est important que tu saches comment ça se déroule depuis la réforme de 2024. Donc, je t'explique tout ça. Le CAPA, c'est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est l'examen qui valide la formation que tu as fait à l'école des avocats. Sans lui, pas d'inscription au barreau. Donc il intervient à la fin, après les 18 mois de formation, après les stages. Et la grosse différence avec la réforme, c'est qu'avant, le CAPA, il reposait surtout sur des épreuves écrites, tandis que maintenant, l'école a vraiment un rôle plus décisif dans le sens où il y a une plus grande importance qui est portée au contrôle continu. Donc comme je te l'expliquais tout à l'heure, avec toutes les notations différentes que tu as au cours des 6 mois de formation. Au niveau des conditions de présentation du CAPA, il faut avoir suivi toute la scolarité à l'école des avocats. Donc, comme je te le disais, attention aux absences. Il faut avoir validé tous les stages, donc le stage PPI et le stage final. Encore une fois, attention aux absences. Et il faut avoir validé le contrôle continu, qui prend désormais une place assez centrale. Donc, avant la réforme, en fait, l'examen final, il comporte une épreuve écrite longue. En 5 heures, tu devais rédiger une consultation plus un acte, une épreuve orale de déontologie, un grand oral sur la pratique professionnelle et quelques notes, je suppose quand même, de contrôle continu. Alors qu'avec la réforme de 2024, la principale modification, c'est donc la suppression de l'épreuve longue écrite de 5 heures. Si tu es à l'école en ce moment, tu n'auras pas cette épreuve à passer, puisque à la place, la rédaction des consultations et des actes de procédure, elle est effectuée durant le contrôle continu. Donc, par exemple, à l'EFB, c'est l'objet des foisonnements, et dans d'autres écoles, c'est évalué par le biais de différents exercices notés. En revanche, il y a toujours donc l'épreuve de déontologie, et le coefficient est assez fort, donc pendant tes révisions, il faudra vraiment axer sur la déontologie. Il y a une plaidoirie, et il y a la présentation des rapports de stage que tu as effectués, donc le stage PPI et le stage final. Donc ça, c'est la réforme la plus ancienne qui porte sur le CAPA, mais il y a une autre réforme qui vient vraiment tout bouleverser à compter de 2026. Et donc, si tu n'es pas encore à l'école, c'est toi que ça intéresse. Et le point central de cette réforme, c'est l'alternance. À partir du 1er janvier 2026, l'apprentissage devient une voie possible à l'EFB et dans les autres écoles d'avocats, en parallèle du stage traditionnel. Le Conseil national des barreaux a validé cette évolution dès avril 2025, afin de donner un statut plus protecteur aux élèves avocats, en ce qui concerne aussi bien la rémunération que les avantages et les droits sociaux. Donc désormais, tu pourras choisir d'être en alternance, en contrat d'apprentissage, en accord avec un maître de stage et ton école. Et le CNB a quand même insisté sur le maintien des 2 voies, donc alternance et stage alterné, sans généralisation forcée de l'alternance. Ce nouveau statut d'alternance, il permet un vrai statut d'apprenti salarié aux élèves avocats, de toucher un salaire décent, de bénéficier de protection sociale, de cotiser pour la retraite, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu fais simplement un stage alterné. Et aussi, je pense, de faciliter l'insertion professionnelle avec une formation plus professionnalisante. Donc, ce qu'il faut retenir, même si tu auras toujours le choix entre les 2 voies, c'est que quand même, le statut d'alternant, il te permet plus de protection puisque tu auras les mêmes droits qu'un salarié, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui et ce qui peut rendre les choses assez compliquées pour plein d'élèves avocats. Plus d'argent, tu vas cotiser pour la retraite, etc. Là où le statut actuel dont on bénéficie aujourd'hui n'est vraiment pas protecteur et assez précaire. Aujourd'hui, personnellement, j'ai aucune indépendance financière, alors qu'on a quand même entre 25 et même plus. Donc ça peut quand même être assez handicapant. Alors concernant le stage PPI, celui-ci a priori reste obligatoire. Et au niveau de la répartition cours alternance, de ce que j'ai compris, ce serait 1 semaine école et 3 semaines d'alternance. À ce niveau-là, j'ai quand même une petite réflexion, c'est que j'ai peur que ce rythme-là, il empêche la mobilité, dans le sens où, vu que l'alternance, c'est 1 semaine d'école, 3 semaines de stage. C'est mieux d'avoir l'école et le cabinet dans la même ville, là où avant, certains pouvaient profiter du stage pour aller dans d'autres régions. Et en l'occurrence, là, ce serait assez compliqué parce que si vous êtes à l'école, par exemple, à Paris, et que vous avez votre stage à Lyon et que vous devez payer pour faire les allers-retours à chaque fois, financièrement, ça peut être un peu compliqué. Et puis, ça peut même être carrément impossible si jamais vous souhaitiez aller en Outre-mer, par exemple. Après,
ou pas, hein, parce que dans une certaine mesure, c'est toujours possible de choisir dans quelle école vous allez aller. Donc admettons que, je sais pas, vous vivez à Nantes, votre stage final, votre stage de rêve, il est à Paris, vous pouvez demander à aller à l'école à Paris et faire votre stage à Paris, auquel cas vous êtes juste à Paris tout le temps. Après, c'est vraiment pour l'outre-mer où c'est impossible. C'est tout pour la réforme. J'ai pas grand chose de plus à dire, j'ai pas beaucoup plus de connaissances dessus et j'ai surtout pas du tout de recul sur la réforme en pratique, puisque en fait elle n'est pas encore applicable. Ça sera appliqué en janvier 2026 et donc on n'a pas le recul notamment sur le fait de savoir si, puisque les deux voies, stage alterné ou bien alternance, sont maintenues, est-ce qu'il y a vraiment des cabinets qui vont accepter de prendre des élèves avocats avec le statut d'alternant alors qu'ils peuvent toujours les prendre en stage alterné et que pour eux c'est clairement plus avantageux financièrement puisqu'ils ont beaucoup moins de charges à payer et ils n'ont pas un salaire aussi important à verser. Je sais pas, après je pense que dans ce cas-là il faut plus marcher à la confiance dans le sens où si vous tombez sur un cabinet qui refuse de vous prendre en alternance, c'est peut-être que déjà vous pouvez vous dire que c'est un cabinet qui va pas vraiment se soucier de votre bien-être, auquel cas je pense que c'est mieux pour vous d'aller voir ailleurs. Peut-être que ça va se faire naturellement et que les cabinets vont juste accepter de prendre des alternants. On verra. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous quand ça arrivera. Je lis tous vos commentaires. Mais voilà, maintenant vous savez tout ou à peu près tout. On n'a pas encore évoqué le coût de la formation. Il s'élève à 1 800 € de frais de scolarité. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai quand même un petit tips. Alors moi personnellement j'ai pas pu en profiter parce que je l'ai appris trop tard, mais c'est pour ça que du coup je vous en parle et j'espère que vous regardez cette vidéo un petit peu en avance et comme ça vous pourrez faire les démarches à temps. Il y a certaines conditions à remplir, donc vous n'y aurez pas forcément droit, mais via Pôle emploi vous avez moyen de vous faire financer la formation. C'est quand même un coût mine de rien, donc ça peut toujours valoir le coup de parler à un conseiller Pôle emploi et de voir si en fonction de votre situation vous pouvez en bénéficier. Et si vous êtes en alternance, alors pareil, je sais pas, il n'y a pas de recul sur la situation, mais peut-être que si vous êtes pris en alternance, le cabinet prendra en charge les coûts de la formation. C'est possible puisque c'est comme ça que ça se fait dans les autres domaines, donc peut-être que ce sera comme ça pour les élèves avocats également. En tout cas, faites les démarches Pôle emploi, essayez, même si vous n'y avez pas le droit, ça vaut toujours le coup de tenter. On va finir sur 2-3 mots sur le moment qu'on attend le plus quand on est élève avocat, la prestation de serment. Donc après avoir obtenu le fameux CAPA, la dernière étape avant d'exercer, c'est la prestation de serment. Elle se déroule solennellement devant la cour d'appel dont dépend votre école d'avocat. Chaque élève va recevoir une convocation et le jour venu, revêt sa première robe d'avocat pour entrer officiellement dans la profession. Il faudra alors prononcer la fameuse formule consacrée à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Et ce serment marque l'entrée définitive dans la profession. L'avocat étant ensuite inscrit au tableau de l'ordre de son barreau. Alors concrètement, je crois qu'il faut compter plusieurs semaines, voire parfois 2 à 3 mois, entre les résultats du CAPA et la convocation officielle pour l'audience de prestation de serment. Et à titre informatif, durant ce laps de temps, il est tout à fait possible de poursuivre son activité en cabinet, mais non pas en qualité d'avocat puisque le serment n'est pas encore prêté. En pratique, en réalité, beaucoup continuent en tant que juristes salariés, collaborateurs libéraux sous convention temporaire ou bien stagiaires tout simplement, jusqu'au jour de l'audience de prestation de serment. Après, vous pouvez aussi très bien profiter de ces quelques semaines ou de ces quelques mois pour faire une pause, pour voyager, partir en vacances, avant d'entrer dans le dur. Moi, je pense que si j'ai réussi en stage final à économiser un petit peu d'argent, c'est ce que je ferais. Voilà, j'avais trop de choses à vous dire sur l'école des avocats. J'espère que j'ai rien oublié d'important. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Comme je disais, je les lis tous, je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou sur Instagram où je poste du contenu quotidiennement. Bon courage pour réussir le CRFPA et bon courage aussi dans vos démarches pour vous inscrire à l'école. À bientôt!